Bonjour tout le monde et merci de votre présence à cette conférence dans la session Compréhension du monde. Cette présentation s'intitule GeoImageNet, plateforme numérique de recherche collaborative en intelligence artificielle appliquée aux images satellites PHR. Mon nom est Zoher Melki, je suis conseiller au partenariat à Ivado. À la fin de la présentation, il y aura une période de questions. Vous remarquez dans la fenêtre discussion interactive qui apparaît à droite de votre écran un onglet clavardage, questions et sondages. Merci d'utiliser l'onglet questions pour poser les vôtres. Je vous conseille de rédiger vos questions tout au long de la présentation et ne pas les laisser jusqu'à la fin. J'ai le plaisir de vous introduire mon conférencier professeur Yassine Bouroubi. Yassine Bouroubi est professeur au département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Ses domaines de recherche sont principalement liés à la télédétection et au traitement d'images. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'observation de la Terre, acquise au sein d'organismes de recherche universitaires, publics ou industriels. Actuellement, il s'intéresse particulièrement à l'apport des techniques d'apprentissage profond à l'exploitation des images de télédétection pour diverses applications et thématiques. Je laisse professeur Bouroubi nous parler de cette plateforme. La parole est à vous. Merci beaucoup, Zohir. Bonjour tout le monde. Donc, Zohir m'a introduit et j'ai pas besoin de le refaire. Donc, je vais vous parler de la plateforme GeoImageNet. Mais d'abord, une petite présentation rapide là, du département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke et du cartel, donc du Centre de recherche en télédétection associé. Et je vais vous parler un peu du contexte du développement de ce projet, de cette plateforme GeoImageNet, mais aussi des réseaux de neurones convolutifs et comment on les utilise pour améliorer l'analyse automatique des images satellites à très haute résolution spatiale. Et je vais vous présenter ensuite la plateforme en tant que telle, GeoImageNet. Donc, moi, je suis professeur au département de géomatique appliquée depuis décembre 2017, donc l'Université de Sherbrooke. Donc, nous avons des programmes de premier, deuxième, troisième cycle en géomatique avec divers cheminements. Et le département compte 12 professeurs-chercheurs avec des expertises scientifiques et techniques en observation de la Terre, traitement d'images, sciences d'information géographique, cartographie web, etc., mais appliquées à diverses thématiques, donc agriculture de précision, développement durable, ressources naturelles, changement climatique, milieu nordique, etc. Là, puis le département compte 4 labos de recherche, dont une station de recherche et des laboratoires, par exemple, spectroradiométrie, laboratoire d'analyse environnementale, de traitement d'images et d'autres. Le centre de recherche, le centre d'application et de recherche en télédétection associé au département géomatique appliquée compte 15 chercheurs et chercheurs membres donc de l'Université de Sherbrooke, mais aussi de l'Université Bishop et du Cégep de Sherbrooke, et également une dizaine de chercheurs associés. Donc, une cinquantaine aussi d'étudiants à la maîtrise et au doctorat font partie du cartel, plus plusieurs professionnels de recherche et chercheurs postdoctoraux. Donc, les recherches en général visent à l'avancement des connaissances en télédétection et leur application à l'observation de la Terre. Plusieurs projets sont menés en collaboration avec des organismes publics et privés. Et donc, le cartel se trouve à l'intersection de plusieurs axes de recherche en télédétection, traitement d'images et les applications thématiques. Donc, une petite mise en contexte là, du développement, sur le développement de la plateforme GeoImageNet. Donc, les images satellites sont une source d'information pour plusieurs applications à caractère économique, environnemental et social, pour la gestion du territoire, l'exploitation, exploration des ressources naturelles, le suivi environnemental, la planification urbaine, toutes les applications de développement durable, suivi des catastrophes majeures, etc. Donc, beaucoup d'applications sont reliées à l'imagerie satellitaire qui a fortement évolué au cours de ces dernières années, notamment avec l'apparition des images à des résolutions submétriques. Donc, la taille du pixel se rapproche du 30 cm. Au cours des dernières années, ce genre de capteurs, donc qu'on appelle à très haute résolution, sont de plus en plus nombreux et ils ont la capacité d'acquérir des images à chaque jour. On appelle ça une revisite quotidienne grâce au fait que les capteurs peuvent dépointer, donc peuvent regarder avec un angle qui varie.
Donc, les algorithmes pour exploiter les images de télédétection de manière générale, beaucoup de ces algorithmes ont été développés dans les années 80, 90, 2000. Et à l'époque, les images là avaient des résolutions plus de l'ordre de 10, 20, 15, 30 mètres, comme Landsat, qui, oui, couvre de grands territoires, mais si vous zoomez, par exemple, sur une partie de la ville de Montréal, voilà ce que vous voyez. Alors que une image à très haute résolution, ben, on voit autre chose là, sur une image à très, très haute résolution. Donc, les algorithmes qui ont été développés pour les images donc traditionnelles, qu'on peut appeler traditionnelles, se limitent à l'extraction de certaines propriétés des images, comme la teinte, la couleur, parfois un peu la texture, la forme des objets, etc., mais sont incapables de modéliser les informations de contexte et d'association qui sont très nombreux sur les images à très haute résolution qu'on voit ici. Donc, un photo-interprète peut très facilement identifier un centre commercial, par exemple un grand bâtiment entouré de voitures, ou une usine, donc un grand bâtiment entouré de camions très facilement. Mais les algorithmes de traitement d'image classiques, traditionnels, ne sont pas capables de faire ça. Mais d'un autre côté, l'évolution des techniques de vision par ordinateur, notamment l'apprentissage profond, a donné en 2013 naissance au réseau de neurones convolutifs, donc on va appeler les CNN. Donc cette approche a permis d'atteindre aussi des performances spectaculaires en traitement d'images de manière générale, mais aussi pour les traitements d'images de télédétection, et ce grâce donc à des images, à des quantités gigantesques d'images annotées et au développement de différentes architectures là, d'apprentissage profond qui permettent d'exploiter ces images-là. Donc, beaucoup d'exemples d'entraînement sont nécessaires pour bien entraîner ces modèles, donc des réseaux de neurones convolutifs, qui comportent des milliers de paramètres. Mais l'adaptation des réseaux de neurones convolutifs aux images de télédétection pose plusieurs défis liés à la nature et au contenu de ces images-là, donc les images de télédétection. Donc, ça nous prend une taxonomie spécifique, donc le nombre de classes. Il faut aussi réentraîner ces CNN avec des grands nombres de données. Donc, ça nous prend des données à noter, des images satellites à noter. Et aussi, il faut voir si les architectures classiques sont bien adaptées à nos images satellitaires qui sont des images multispectrales, donc plusieurs bandes, beaucoup plus que juste du RGB, qui sont multisources, donc plusieurs résolutions spatiales, plusieurs capteurs, types de capteurs, qui sont, on utilise souvent le multitemporel en télédétection, donc on a besoin d'observer à différentes dates là, une zone quelconque là, de la Terre pour bien la comprendre son évolution, et aussi la résolution radiométrique. Donc souvent, on a des images à 12, 11 bits, etc. Donc, on aimerait avoir des architectures bien adaptées à toutes ces propriétés. Donc, le facteur limitant, c'est l'accès à de larges ensembles d'entraînement, donc des images annotées, donc avec suffisamment de classes et aussi d'instances, donc assez d'images, assez de classes. Et ça pose donc un problème d'annotation. Donc, il faut annoter beaucoup d'images et selon une taxonomie adéquate. C'est ce qui a engendré l'idée de GeoImageNet, du projet GeoImageNet, qui vise justement à répondre à ce besoin. Donc, ce projet est né d'une collaboration entre des chercheurs en télédétection, des développeurs de plateformes numériques, des experts en intelligence artificielle et aussi des professionnels de la valorisation des images satellitaires pour l'observation de la Terre. Donc, le financement le projet a été financé grâce à Canary et a commencé en 2018, donc septembre 2018. Et les partenaires du projet sont donc le CARTEN, l'Université Sherbrooke, le Centre de recherche en informatique de Montréal, la compagnie Fégis, qui est une compagnie de services en observation de la Terre, en géomatique en général, et aussi le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre de Ressources naturelles Canada. Donc, il y avait déjà réalisé plusieurs projets qui ont démontré justement l'utilité des réseaux neuronaux convolutifs pour l'exploitation des images très haute résolution en observation de la Terre. Donc, c'est ça, pour
plusieurs d'entre vous, vous savez peut-être, vous connaissez peut-être le problème des réseaux de neurones convolutifs. Donc, le réseau de neurones, c'est un réseau de neurones comme ça, profond. Ça veut dire qu'il y a plusieurs couches cachées, des dizaines, voire des centaines de couches cachées. Et la partie convolutive, la partie qui permet d'analyser les images, c'est tout simplement un banc de filtres, donc qui va s'appliquer à différentes résolutions, qui va extraire différentes propriétés sur une image. Différentes, ça peut être des milliers de propriétés sur une portion d'image comme ça, une imagette, et qui sont analysées pour décider que ceci, par exemple, est une école. Donc, les poids du réseau sont, grâce à l'entraînement, là, dimensionnés en quelque sorte de manière à décider que ça, c'est une école, telle autre image, c'est telle autre classe, etc. Donc, les réseaux non convolutifs ont évolué de manière à offrir énormément d'architecture, beaucoup d'architecture, et chaque architecture, c'est ça, ces architectures sont adaptées à différentes tâches. Donc, différentes tâches sont possibles pour en traitement d'image. Par exemple, la détection d'objets. Sur une image, on peut avoir, mettons, besoin de compter le nombre de voitures, le nombre d'avions, les bâtiments, donc détecter les traces des bâtiments, etc. Donc, il y a plusieurs choses là qui sont intéressantes à identifier sur des images à très haute résolution, mais il y a aussi l'application classique là, de télédétection qu'on appelle la classification en apprentissage machine. Là, ça s'appelle la segmentation sémantique et qui consiste à produire des cartes, par exemple, d'occupation du sol. Et l'utilité de ces cartes, là, c'est très nombreuse, là, donc le développement de ressources, etc., l'étude des écosystèmes. Donc, plusieurs applications à ces cartes-là. Donc, avant déjà GeoImageNet, hein, de notre côté, à l'Université de Sherbrooke, puis moi, à l'époque, j'étais à FIGIS, et aussi en collaboration avec le Centre de recherche en informatique à Montréal. Donc, avions déjà réalisé des exemples, donc des projets plus ou moins d'envergure d'application des CNN au traitement d'images. Par exemple, ici, on voit la détection des voitures sur une image Pléiade, 50 cm de résolution, qui couvre la ville de Québec, donc avec un taux de succès de 99%. Donc, c'était hyper encourageant, alors qu'avec les méthodes traditionnelles de traitement d'image ou de télédétection, c'est impensable d'obtenir de tels taux de succès. Même chose ici, un exemple où suite aux incendies de Fort McMurray de mai 2016, on a essayé d'identifier les niveaux de destruction des bâtiments, donc détruits, intacts et partiellement détruits. Et ça a été fait donc sur une image également Pléiade 50 cm, ça a été fait avec un taux de succès incroyable. Donc ça nous a encouragé à aller un peu plus loin, donc à proposer par exemple dans le cadre d'un projet de la Banque mondiale de identifier les types, ici les propriétés des toits des maisons pour des applications de potentiel photovoltaïque là, des toits de bâtiments. Et donc, ça a été fait, ça a permis de réaliser cet exercice-là pour l'ensemble de deux villes vietnamiennes, Ho Chi Minh et Da Nang, à des coûts défiant toute concurrence, si on peut appeler ça, dire ça comme ça. Donc, moyennant des images qui ont coûté 15 000 $ environ, il a été possible d'identifier tous les bâtiments dans ce secteur-là, 300 km², et de calculer la superficie qui peut accueillir des panneaux photovoltaïques. Donc, ça, c'est évidemment grâce à un réseau de neurones convolutifs, grâce à une bonne définition aussi des types de toits de bâtiments. Ça peut être des maisons résidentielles, industrielles ou autres. Et ça a mené tout simplement à identifier donc des footprints et à caractériser la superficie, l'élévation, l'orientation, etc. L'orientation, c'est important parce qu'il s'agit ici d'énergie solaire et la forme des toits. C'est la forme des toits également qui a permis de modéliser la quantité d'énergie solaire qu'on peut recevoir sur un toit de maison pour des panneaux solaires. Et bon, on a pu cartographier, par exemple, l'ensemble du potentiel photovoltaïque de la ville, donc à une échelle comme ça intégrée et également à une échelle de bâtiment, donc individuelle. Et donc, ces succès ont encouragé, comme je disais tantôt, l'initiative GeoImageNet, donc qui était un projet de collaboration, donc Cartel, donc l'Université de Sherbrooke,
parce que nous, on fait de la recherche en télédétection. Le crime aussi, donc le Centre de recherche en informatique de Montréal sont des experts en apprentissage machine, donc en deep learning, donc ils sont partenaires du projet. La compagnie Effiegis également, qui sont des fournisseurs de services en télédétection, donc ils ont également fourni les images Pléiades acquises au Canada. Le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre ont également agi comme experts en télédétection, en cartographie et aussi en apprentissage, en apprentissage profond. Donc, GeoImageNet, maintenant, il est développé et il est disponible, la plateforme donc, est disponible pour d'autres équipes. Donc, l'idée de départ, c'était déjà de la mettre disponible pour les équipes de recherche au Canada qui s'intéressent à la télédétection et aussi à l'intelligence artificielle. Donc, cette plateforme a permis de construire un ensemble d'images annotées avec une taxonomie adaptée au contenu des images à très haute résolution. C'est ça qui est important. Donc, ceci inclut 180 classes d'objets et environ 50 classes d'occupation du sol. Donc, cette plateforme constitue une plateforme collaborative entre les chercheurs de divers milieux qui souhaitent approfondir ou plutôt innover dans le domaine de l'exploitation des images à très haute résolution et aussi de l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un peu les zones couvertes là, par les images. Donc, les principales villes canadiennes sont couvertes, mais aussi plusieurs milieux naturels et anthropiques à travers le Canada. Ça, c'est un peu la taxonomie, donc 180 types d'objets. Donc, c'est un effort commun entre l'Université de Sherbrooke, le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre, le crime, et aussi Effiegis, qui sont des utilisateurs. Donc, ils connaissent un peu les besoins de leurs clients. Et on a plusieurs types de bâtiments, résidentiels, commerciaux, de services, les installations sportives, les bâtiments, etc. Donc, ça, c'est 180 objets, infrastructures de transport routier, transport ferroviaire, transport maritime, aérien, etc. Structure anthropique, donc hydrographie, exploitation agricole, bâtiment agricole, donc 180 types d'objets, mais on a également 50 types d'occupation du sol. Donc le tout, ces objets et ces occupations du sol correspondent à ce qu'on peut voir sur des images très haute résolution, donc 50 cm ou mieux. Donc ça, c'est des exemples de ces classes qu'on extrait sur les images, mais cette fois-ci par annotation automatisée. Oui, il y a l'annotation manuelle, évidemment, qui se fait sur la plateforme GeoImageNet, mais il y a également la possibilité d'extraire des vecteurs à partir de OpenStreetMap, par exemple, ou de la base de données Canvec, et extraire, par exemple, la trace de cimetière, venir ici sur l'image et extraire l'imagette pour constituer la base, l'ensemble de données annotées ou l'ensemble d'images annotées. Et c'est valable pour les écoles, les différentes industries, arénas, bref, décharges, golf, hôpital, lieu de culte, université, etc., etc. Donc, on peut, par annotation automatisée, déjà constituer un ensemble d'images annotées là, pour l'observation, pour l'entraînement. Donc, ça, c'est la page d'accueil de la plateforme GeoImageNet. Donc, les utilisateurs sont soit des annotateurs, des validateurs ou des experts, ou nous, on s'est mis ici administrateurs ou scientifiques aussi. Donc, on a accès aux applications d'annotation, mais également aux applications de... Il reste 2 minutes. D'accord. D'application des modèles CNN. Donc, c'est ça c'est l'arborescence pour la notation. Donc, il y a un cycle aussi de validation par les experts. Donc, on ne laisse pas n'importe quoi dans les annotations parce que comme l'annotation est ouverte à tout le monde, on a besoin d'un cycle de validation. Ici, j'ai une petite vidéo. Je ne pense pas que j'aurai le temps de la passer là pour l'annotation. J'essaie d'aller très rapidement. Donc, l'utilisateur va faire un zoom sur la zone d'intérêt. Ensuite, là, il y a des outils pour tracer, pour dessiner, choisir la classe et dessiner un polygone autour. Le cycle de production de modèles aussi d'apprentissage profond. Donc, passe à partir de la récupération des données entraînées, donc développement d'une architecture
et test et évaluation. Pour le moment, donc, ce qui est intégré dans GeoImageNet, c'est quelques segnets qui sont déjà là dans GeoImageNet pour qu'on peut entraîner à partir des annotations existantes. Et le projet, donc le prototype est existant pour les deux taxonomies et vous êtes invité à l'utiliser donc pour présentement les images à très haute résolution, mais ça peut aussi évoluer vers d'autres types d'imagerie, là, comme les images multidates. Donc, c'est ça, la plateforme est ouverte à la collaboration. Vous pouvez participer à l'annotation ou au test de différentes architectures d'apprentissage profond. Et ça permet donc d'avoir une collaboration structurée et efficace pour développer de nouveaux produits et valeurs ajoutées en observation de la Terre, donc avec les images très haute résolution ou autres. Merci beaucoup de votre attention. Merci Yacine, merci de votre présentation, c'est très intéressant. Maintenant, on va passer à la période des questions. Il y a une première question qui arrive. Concrètement, quelles seraient les applications les plus prometteuses pour le secteur agricole? Oui, le secteur agricole, malheureusement, là, c'est pas les images à très haute résolution. Ben, peut-être l'aménagement, les questions d'aménagement, les plans de ferme. Tiens. Les plans de ferme sont généralement réalisés sur des photos aériennes ou des images très haute résolution. Mais l'agriculture, comme j'ai travaillé longtemps en agriculture de précision sur ces applications-là, je dirais que on est plus intéressé par la végétation, par les cultures, les rendements, l'évaluation des rendements, la croissance des cultures, etc. Et ça, c'est pas les images à très haute résolution qui sont très coûteuses, qui vont généralement servir à ce genre d'application. Il y a peut-être aussi la cartographie des sols. Ça prend une seule image et je ne sais pas moi, en tout cas, j'ai jamais essayé de faire la cartographie des sols à l'aide d'une seule image et par apprentissage profond parce que l'apprentissage profond va chercher les propriétés spatiales dans une image, l'agencement des pixels, alors que, par exemple, les propriétés des sols, c'est plus la signature spectrale, donc la couleur du pixel. Et c'est ça, donc il y a des indices spectraux également qui sont plus utilisés avec les images comme Sentinel-2, donc moyenne résolution, ou des images multitemporelles. Donc, c'est ça, les applications en agriculture pour cette plateforme-là, je pense pas qu'elle est vraiment adaptée avec sa version actuelle pour les images à très haute résolution. Je pense pas qu'elle est vraiment adaptée pour les applications en agriculture. Merci Plaisir. Yacine. Je vais prendre une dernière question. Vous avez mentionné les données hyperspectrales. Y a-t-il Oui, des défis particuliers dans cette zone? absolument. Donc, il y a les modèles. Donc, il faut développer des modèles qui sont capables d'intégrer des données à plusieurs dizaines, voire centaines de bandes spectrales, mais aussi qui est donc une convolution, un niveau de convolution, parce qu'on a des convolutions spatiales, donc les CNN, convolution spatiale. Il y a aussi la convolution temporelle et les RNN, donc la combinaison des deux a permis de créer ce qu'on appelle des CNN, temporales CNN, qui exploitent la dimension temporelle et spatiale, mais également, il y a moyen d'essayer d'exploiter la dimension spectrale à l'aide des images hyperspectrales. Puis ça, c'est effectivement tout un défi pour développer de nouvelles architectures adaptées à ce genre de données. On ne pense pas pouvoir les intégrer pour le moment dans GeoImageNet parce que les données hyperspectrales ne sont pas très abondantes, contrairement aux images très haute résolution spatiale et aussi aux images multitemporelles. Donc, Merci professeur Borobi. Merci plaisir, pour ta Zoé. présentation. Merci Merci pour à vous tes réponses aux questions du public. merci à vous. Et c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. C'est gentil. Merci.